Merci d'être au rendez-vous du 20h. Bonsoir et bienvenue à chacun et à tous. Entrée officielle en fonction du bureau politique de Moelle Bénin et de ses organes techniques. C'était ce samedi à Lokossa. La rencontre de rentrée était aussi l'occasion de validation du plan d'action du parti pour 2020. Les 4e journées scientifiques du CAMES ont ouvert leurs portes depuis ce matin à Ouida. Valorisation des résultats de la recherche et leur modèle économique, c'est le thème de la rencontre. Enseignants et chercheurs africains et malgaches y participent. État des lieux de l'autonomisation des personnes handicapées au Bénin, c'est la substance du message de la ministre en charge des Affaires sociales au Bénin, message délivré en prélude à la commémoration demain 3 décembre de la Journée internationale des personnes handicapées. Le parti Moelle Bénin s'organise pour mieux imprimer sa présence sur l'échiquier politique national. 2 actes forts ont été posés à Lokossa ce samedi. Il s'agit de la validation du plan annuel 2020 du parti, puis l'entrée officielle en fonction des membres du bureau politique national et des organes techniques. Reportage. Pour une rentrée en fonction officielle des membres du bureau politique national du parti Moelle Bénin, c'en est une. Après le congrès extraordinaire du parti tenu les 2 et 3 novembre dernier à Abomey, responsables et cadres techniques de ce géant mouvement politique entendent désormais insuffler un nouveau dynamisme à leur parti. Les amis, nous sommes là pour donner les ans. Lorsqu'on est une organisation, on ne fait pas un saut dans l'inconnu. Nous sommes là pour valider le plan de travail annuel de notre parti. Nous avons préparé ce plan du mois de janvier jusqu'en décembre 2020 et l'assise de ce jour va contribuer à valider ce plan de travail. Moelle Bénin, un parti de jeunes et de femmes, veut désormais agir pour transformer le monde à travers une trilogie. Les hommes, les femmes et des idées. Les hommes et les femmes, nous sommes là. Les idées, nous les avons. Et surtout, la conviction. Si nous n'avons pas la conviction, Moelle Bénin n'aurait pas fait ce pas depuis ce 28 juillet 2018 jusqu'à ce jour. Avec ces 3 éléments-là, nous allons soulever des montagnes. La validation du plan annuel 2020 du parti sera suivie de la remise de lettres de mission aux responsables du bureau politique national, de même que les cadres techniques nommés au sein de ce parti. Ceci pour montrer que ces responsables seront évalués à la fin de l'exercice. Parce que tout ne suffit pas d'avoir la conviction. Il faut également le mérite. La mise en œuvre de décisions aussi importantes nécessite une certaine rigueur, une certaine discipline et une certaine organisation interne. C'est pourquoi je voudrais une fois encore féliciter les responsables au plus haut niveau du parti pour avoir initié et réalisé la rencontre de ce jour. Et vous connaissez la tradition de Moelle Bénin. Pour nous, le Bénin est notre fief. Nous allons partout pour aller à la rencontre de nos concitoyens, pour travailler, pour découvrir aussi le pays. Pour éviter de tomber dans les travers du passé, Serge Prince Agbodjan, à travers une communication, a outillé les responsables du parti sur le nouveau cadre législatif et réglementaire de la vie politique du Bénin. Le président de la République, le chef de l'État, Patrice Talon, participe depuis ce matin à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Et la soutenabilité de la dette, c'est la thématique sur laquelle le chef de l'État a accentué son message, dont voici un extrait. Je vais, à titre de contribution, enfoncer 2 clous que le président Macky Sall a plantés tout à l'heure à propos de la mauvaise perception du risque dans la région africaine et du refus d'appréciation de la bonne dette par les institutions. Je vais m'expliquer. En ce qui concerne la mauvaise perception du risque, nous sommes malheureusement tributaires dans les emprunts que nous faisons sur le marché de la perception même des institutions de référence.
je voudrais m'adresser un peu à la directrice du Fonds monétaire international pour lui dire que nous faisons de l'exhortation pour une bonne perception de risque en Afrique, mais les institutions multilatérales ne nous aident pas dans ce domaine et font seulement des discours. Je vais donner un malheureux exemple, c'est celui de l'OCDE qui, sur une échelle de 0 à 7 dans la présentation du risque, classe la plupart des pays de la sous-région africaine en degré 6, je crois. Il n'y a que tout récemment, en octobre, là, que le Sénégal a été un peu mieux classé et passé à 5. Mais le Sénégal est un pays qui connaît une stabilité politique depuis les indépendances, qui honore ses engagements. Et moi, je ne vois pas pourquoi, s'il faut reclasser les gens ces derniers temps, le Sénégal serait maintenu à 5. Le Bénin est à 6. Le Bénin, je crois, le Togo, la Côte d'Ivoire sont à 6 sur l'échelle de risque par l'OCDE. Et cela engendre automatiquement une fixation des risques, de la prime de risque de 12 points. Alors, moi, je suis allé, le Bénin est allé sur le marché financier il n'y a pas longtemps, un eurobond. Nous avons fait quelque chose que nous avons trouvé extraordinaire. Nous sommes sortis à environ à 5%. Mais théoriquement, aujourd'hui, nous devrions être capables d'emprunter à 1%. Et si cette caricature que le marché a et qui est renforcée par des institutions aussi importantes, si ce n'était pas le cas, la France va sur le marché aux environs de 1%, nous pourrions être aussi à 2 ou à 3, mais pas à 5, pas à 6, pas à 7%. Aujourd'hui, le taux de loyer de l'argent, le taux de l'argent sur le marché bancaire est négatif. L'argent est disponible en excès. Et nous sommes théoriquement en mesure de mobiliser cet argent à sa valeur réelle de loyer s'il n'y avait pas une si mauvaise perception du risque. Deuxièmement, cette perception engendre également un autre fait, c'est qu'on ne peut pas emprunter à long terme. Aujourd'hui, le maximum qu'on peut obtenir, c'est 10-12 ans, avec peut-être 3 ans différés de construction. Et dans les meilleurs des cas, nous sortons à 15 ans. Comment vous voulez financer une industrie, une centrale hydroélectrique avec un emprunt à 15 ans maximum? Vous ne pouvez pas financer les infrastructures de transport, de distribution d'énergie avec un crédit à 6 ou 7% à 15 ans. Le kilowattheure qui sera produit sera incompatible avec l'exigence de compétitivité qu'exigent les industries. Vous voulez développer l'industrie en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina, au Niger, vous allez avoir un taux d'électricité qui est 2 fois celui qu'on a en Chine. 3 fois, même pas 2 fois, 3 fois le taux du kilowattheure en Asie. Et ça, une bonne partie, sinon l'essentiel de ce travers est lié à cette mauvaise perception qui fait qu'on ne peut pas avoir de crédit long, les taux sont élevés et les investisseurs privés, quand ils viennent investir dans nos régions, demandent un rendement de 40%, 30%, alors que dans le monde aujourd'hui, les rendements de l'argent en investissement sont de 8%. Quand on a 10% dans le monde, c'est le jackpot. En Afrique, on demande d'avoir 30%, 40% de rendement. Ce sont autant d'éléments qui font que nous avons du mal à nous endetter alors que l'argent existe et la dette est devenue le seul moyen, le principal moyen de financer le développement parce que l'aide de développement n'existe plus. Tout à l'heure, le président Ouattara a parlé des crédits concessionnels. Mais le marché privé aujourd'hui est capable de faire du crédit concessionnel puisque nous pouvons avoir du crédit à 1%, nous pouvons avoir du crédit à 30 ans. Il n'y a que la partie don qui n'existe pas dans le crédit privé. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, nous avons le malheur de nous réveiller trop tard dans un monde où la plupart des pays ont fini de construire les investissements, les infrastructures de survie. L'eau, l'électricité ne sont plus des questions qu'on se pose en Europe. Aujourd'hui, nous, boire de l'eau est quelque chose qui paraît
mystérieux, sinon pas mystérieux, paraît magique pour que toutes nos populations aient de l'eau potable. C'est le genre d'investissement que les autres ont eu à réaliser depuis le temps passé où le monde n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui confrontés à cela. Mais nous avons un autre avantage. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'argent existe en abondance et en excès. Il faudrait que les institutions de référence notamment n'aggravent pas la mauvaise perception du risque d'investissement dans la sous-région, tout au moins. Sinon, l'idéal serait qu'elles soient capables d'inventer de nouveaux instruments pour accompagner les besoins de financement auxquels nous sommes confrontés. Il y a également un autre aspect que je voudrais aborder rapidement, ce sont les critères de convergence. Aujourd'hui, nous avons adopté cela aussi au sein de l'UMOA, qu'il ne faut pas que le déficit public dépasse 3% du PIB, il ne faut pas que la dette cumulée dépasse 70% du total du PIB, mais en réalité, ces critères ne peuvent pas nous permettre de nous développer, ce n'est pas possible. Moi, j'ai noté avec étonnement les propos du président Macron sur ce critère qui fait partie de leur part de convergence, qui dit que 3% de déficit est dépassé. Si la France estime que limiter ce grand pays à 3% de déficit par rapport au PIB est quelque chose qui n'est pas conforme, qui ne facilite pas le maintien du développement de la France, comment un tel taux de déficit peut nous permettre de nous développer, nous qui avons tout à construire. Donc, je voudrais prier le président Ouattara, qui est le président des 6 de l'UMOA, que les réflexions s'engagent au sein de notre institution, pour réviser même ces critères de référence et avoir la bénédiction du FMI, la bénédiction de la Banque mondiale, pour que nous puissions aborder ces choses-là. Nous pouvons, chers amis, avoir un déficit public supérieur à 3% et avoir de la dette soutenable. Le président Macky Sall a parlé tout à l'heure de l'investissement possible en equity, en capital, pour une exploitation gazière ou pétrolière, et a dit, mais il faut beaucoup d'argent pour être au capital, pour ne pas se contenter que de la portion congrue des royalties. Mais si vous n'avez pas du cash pour prendre des investissements en capital, il faut des investissements en capital, vous pouvez aller emprunter de l'argent pour un rendement de 20-30 points et payer 4% du taux de dette. Et vous gagnez de l'argent, cette dette-là peut être remboursée, cette dette est soutenable. Mais une telle dette, bien que soutenable, vous ne pouvez pas l'obtenir aujourd'hui parce que vous allez faire déraper le critère de convergence de 70% de votre PIB. Et aujourd'hui, moi j'ai constaté malheureusement ces dernières années où nous avons beaucoup de spectacles avec le FMI, que le FMI refuse d'apprécier, d'examiner la qualité de la dette, c'est-à-dire la qualité de l'investissement que la dette veut financer. Parce qu'on peut faire un investissement qui est tellement rentable que ça génère de la richesse, des revenus sur le long terme. Alors, quand vous voulez mobiliser une telle dette et que ça génère un dérapage des critères de convergence, le FMI me dit non, moi je ne sais pas apprécier une qualité de dette. Je ne sais pas voir si une dette permet de gagner de l'argent sur 10, 20, 30, 40 ans et quel est le niveau de ressources que ça peut engendrer. Ça, c'est l'affaire de la Banque mondiale. Vous avez la Banque mondiale, elle vous dit, moi, mon rôle n'est pas d'apprécier la soutenabilité de la dette. Je ne sais pas, ce n'est pas dans mon rôle. Eh bien, du coup, nous sommes dans l'impasse. Celui qui a le pouvoir d'apprécier la soutenabilité de la dette, sa viabilité, dit, ce genre de calcul de qualité, je ne sais pas le faire, ce n'est pas dans mon rôle. Celui qui sait le faire dit, ce n'est pas mon rôle d'analyser la dette. Alors, nous sommes dans l'impasse, donc on nous empêche, même quand l'opportunité de financer un projet viable, intéressant, créateur de richesse existe, nous sommes bloqués, on ne peut pas avoir, sauf à faire parfois un peu... à jouer aux rebelles et aller chercher parce que nous sommes certains que cette dette-là, nous sommes capables d'honorer nos engagements parce qu'elle peut produire de la richesse et du développement. Ce sont des choses qui, aujourd'hui, exigent de nous tous, notamment des institutions, qu'il y ait une refonte de la réflexion
et des modèles d'analyse non seulement de la viabilité de la dette, de la soutenabilité, et également des critères de convergence. Je voudrais, prenant tout le monde à témoin, prier les institutions comme FEBI, comme l'OCDE, à évoluer un peu donc dans l'analyse de ces critères-là et nous permettre d'aller sur le marché privé pour nous développer. Merci. Merci beaucoup. Voilà, le président Patrice Talon se prononçait à l'instant sur la soutenabilité de la dette et c'était à l'occasion de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA qui se tient à Abidjan. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Pendant ce temps, revenons à l'actualité politique. Au Bénin, 2 semaines après sa rentrée politique, le bloc républicain restitue les résolutions des assises et c'est à la faveur d'un forum politique tenu à Porto-Novo. Guillaume Avienou, Brice Rumbo. Les résolutions de la rentrée politique du bloc républicain du 16 novembre dernier à Porto-Novo, au cœur d'un forum politique à Adjara en cette fin de semaine. Un rendez-vous de leaders et militants de l'organisation de cette commune, mais aussi des communes environnantes pour restituer à la base les grandes décisions de cette rentrée politique. Une rentrée qui avait placé le militantisme des femmes et des jeunes en politique au Bénin d'hier à aujourd'hui. Un thème qui met les femmes et les jeunes dans une position stratégique pour sortir le pays du sous-développement. Notre pays, le Bénin, a pris du retard pour son développement. Mais, grâce à la politique de la rupture instaurée par le président PAGT, Patrice Athanase Guillaume Talon, le visage du Bénin change progressivement et profondément sans précédent. Le pays a accusé du retard pour son développement et la commune d'Adjara n'est pas du reste, avec une absence de routes modernes, d'eau potable et de l'électricité pour les ménages. La liste des indicateurs de pauvreté et de localités oubliées par les politiques de développement n'est pas exhaustive. Une situation justifiée par le choix politique des forces vives de la commune, considérée comme un bastion de l'opposition à des époques de l'histoire du pays. Une étiquette que les figures de proue du bloc républicain, soutenues par les 54 chefs de quartier, de ville et de village de la commune d'Adjara, entendent désormais ôter. Fini les temps anciens où on faisait de la politique. Aujourd'hui, ils veulent faire du développement. Et s'ils doivent faire du développement, ils veulent faire ça avec celui qui peut les aider à faire le développement de leur quartier, de leur village. Et celui-là, il n'y en a pas deux. Pour le moment, c'est son Excellence, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Le bloc républicain veut donc maintenir la commune d'Adjara dans la mouvance, considérée par ses dirigeants comme le salut pour sortir Adjara de la pauvreté et de l'oubli. Ils en savent désormais mieux sur les récentes réformes politiques au Bénin. Eux, ce sont les militants de l'Union progressiste des 11e et 12e circonscriptions électorales dans le Koufou. 4 députés et plusieurs cadres du parti étaient samedi dernier à Plaoué puis à Dogbo pour échanger avec les populations sur les différentes réformes intervenues. Filmé Bassao et Judikaël Ayena pour le reportage. Une salle archi-comble du CEG1 d'Aplaoué qui accueille 4 députés de l'Union progressiste des 11e et 12e circonscriptions électorales. Gérard Benonchi, Étienne Tonigban, Ernest Medewanou, Jérémy Adomahou et bien d'autres cadres de ce géant parti politique sont venus s'entretenir avec leurs militants sur ce qui fait l'actualité à l'Assemblée nationale ces derniers jours. C'est en exécution d'une décision du bureau politique de notre parti, l'Union progressiste, qui, suite aux différentes réformes auxquelles nous avons eu droit à l'Assemblée nationale, qui sont consécutives au dialogue politique, aux recommandations, à la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique, a instruit donc tous les députés, les cadres des différentes communes, des différentes circonscriptions à descendre vers leur base pour vulgariser les différents textes qui ont été pris à l'Assemblée nationale, à savoir
la révision de la Constitution, la retouche de la loi portant charte des partis politiques, le code électoral, la loi sur le financement des partis politiques, le statut de l'opposition. Nous avons revisité toutes ces lois-là et sommes venus partager avec nos militants. Essentiellement constitués d'élus locaux et communaux, les invités de cette séance d'échange sont appelés à être des relais de toutes ces réformes au sein de leurs communautés respectives, loin des rumeurs qui enflent les réseaux sociaux. C'est des acclamations d'approbation. Les populations, nos militants ont vraiment applaudi certaines dispositions. Par exemple, le renforcement de la limitation du mandat présidentiel à 2 dans la vie de tout président de la République. Ils l'ont acclamé. L'extension du pourcentage de 10% pour espérer le partage des voix au niveau donc, de l'élection communale. Ils ont applaudi ça. Ils disent que c'est des mesures phares. Avec sa majorité confortable à l'Assemblée nationale, le parti du Baobab veut encore peser lourd dans la balance pour les prochaines joutes électorales. Nous sommes le plus grand parti politique aujourd'hui avec 46 députés, mais les élections communales, nous allons démontrer encore notre force à nouveau et vous allez constater sur le terrain que nous sommes effectivement le parti le plus grand, le plus fort du Bénin. Que ce soit dans la 11e comme dans la 12e circonscription électorale, les militants de l'Union progressiste sont tous mobilisés pour accompagner la mise en œuvre des réformes. Statut de l'opposition, on en parle toujours et cette nouvelle loi votée au Parlement régit désormais les activités politiques des partis d'opposition au Bénin. Quelles en sont les innovations majeures? En quoi ce statut contribue-t-il au renforcement de la démocratie au Bénin? Le professeur Roch David Niaoui nous donne des explications ici au micro de Lunaïk Agbazaou. C'est un cadre juridique quasiment nettoyé, un cadre juridique, je dirais, nouveau par rapport aux droits et obligations qui sont conférés à l'opposition. Cela renforce davantage la démocratie parce qu'on a besoin de cette opposition qui anime également au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des autres instances également la vie politique. Donc c'est pourquoi, en regardant de très près ce que contient le statut de l'opposition, on doit être fier donc de la volonté du gouvernement de donner une place fondamentale à l'opposition. Il faut d'abord dire qu'on est de l'opposition parce qu'on est d'abord un parti politique régulièrement déclaré. Donc il y a une existence juridique. Ensuite, on doit pouvoir dire clairement par une déclaration écrite et qui est enregistrée au ministère de l'Intérieur que l'on est un parti d'opposition. Et enfin, on ne doit pas accepter un pouvoir, enfin un poste politique au niveau du gouvernement. Et dans ces conditions, on est quasiment rangé dans la catégorie de parti d'opposition. Mais ensuite, il faudrait que l'on consacre quelque part le pouvoir à une personne qui sera le chef de file du parti, des partis d'opposition. Et en cela, on va regarder de très près, par exemple, le nombre de députés à l'Assemblée nationale, le nombre d'élus au niveau des communes, et éventuellement les 10% de suffrages, n'est-ce pas, exprimés, et donc qu'on a pu glaner. En fait, le chef de file de l'opposition va être désigné parmi les chefs de partis d'opposition. Et les chefs de partis d'opposition sont ceux-là qui également ont un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale et à défaut qui ont un certain nombre d'élus communaux et à défaut qui ont pu également glaner 10% de suffrage universel. Donc quand on combine tout cela, on va désigner parmi les chefs de partis politiques celui qui va représenter quasiment tout le monde et qui sera le chef de file des partis politiques. Et c'est quelqu'un qui va être consacré par un décret pris par le président de la République. On va lui conférer également des droits et des obligations. Au demeurant, il faut également dire que les partis d'opposition vont animer la vie politique. Les partis d'opposition sont reconnus de façon, je dirais, très, très légale, ce qui leur permettra de disposer de possibilités de contester, par exemple, des entraves que ces partis constatent au niveau des masses médias, au niveau de la population, même de la police, et de déclarer quelque part, nous avons des droits, il faut protéger ces droits. Donc, je vous assure que ce texte qui a été pris et qui consacre le statut des partis d'opposition, c'est une très belle avancée. On peut dire tout ce que l'on veut, mais on va constater quand même que le gouvernement veut vraiment faire asseoir une démocratie
qui va prospérer davantage et qui va impulser, je le dis très souvent, le développement de la République du Bénin. Parlons diplomatie à présent avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération qui a abrité ce lundi matin une rencontre entre des délégations béninoises et américaines. Elle était consacrée à la revue de coopération entre le Bénin et les USA. Chéna Lafouda Moussia Gboka et Bruno Kotepo. Dynamiser la coopération bénino-américaine, tel est l'objectif de ces assises qui réunissent les délégations des deux pays. Une rencontre consacrée à l'évaluation des projets de développement, fruit de leur partenariat. C'est un moment approprié pour faire le bilan de nos réalisations et voir ce que nous pouvons accomplir de plus ensemble au cours de la prochaine année. C'est la 3e revue bilatérale entre nos deux pays. La revue de coopération entre le Bénin et les États-Unis est l'occasion pour les deux parties de jeter un regard rétrospectif sur les actions communes dans les domaines économiques, politiques et sociaux. Je note avec une certaine satisfaction que cette revue a débouché sur l'engagement pour chacune des parties à s'investir davantage pour la consolidation des acquis de notre coopération bilatérale, ce qui laisse entrevoir un bon augure pour la réalisation des projets phares inscrits au programme d'action du gouvernement. Il reste bien entendu que nos échanges devraient se poursuivre à travers d'autres cadres afin de permettre aux diverses administrations impliquées dans la coopération entre le Bénin et les États-Unis de s'approprier des leviers nécessaires pour l'exécution rigoureuse des conclusions au niveau des structures respectives. Les échanges entre les délégations américaines et béninoises font suite à la revue à mi-parcours tenue en juin 2018. Zakekere, une localité de la commune de Zapota dans le département d'Ouzou, sera bientôt électrifiée. Le premier poteau électrique a été mis en terre dans cette localité pour la sortir de l'obscurité. Brice Chibozo, Jérôme Humbo. 2500 mètres de ligne HTA pour alimenter un transformateur de 100 kVA. 3200 mètres de ligne basse tension avec 10 lampadaires au profit de plus de 1200 habitants du village Zakekere. Contrairement à l'époque caractérisée par les premières pierres posées ici, autorités et populations accueillent favorablement un acte concret du gouvernement. Je crois que c'est une grâce pour Zakekere et Zazoumé de connaître ce régime. Une grâce parce que tout à l'heure en venant ici, vous avez vu qu'il y a un grand château d'eau en construction qui va régler définitivement le problème de décès en eau potable dans ces localités. Je voudrais vous assurer de l'engagement du conseil communal à accompagner les travaux du début jusqu'à leur livraison. C'est dans le cadre de la politique d'accès à l'énergie pour tous que ce projet est exécuté. L'autre paire de manches de la réalisation est la campagne de branchement promotionnel. Je vous exhorte à être très heureuse, chère population de Zakekere, pour faire partie des toutes premières populations pour la nouvelle génération de branchements promotionnels qui, au début, au lieu de 160 000, était à 90 000. Mais ce n'est pas fini. Cette fois-ci, le chef de l'État, à travers son ministre de l'Énergie, a estimé que 90 000, c'est encore trop pour vous. Et a baissé à 50 000. Je vous exhorte, chère population de Zakekere et environ, à être les premiers à s'inscrire pour avoir son compteur. Pour que le jour où le ministre va venir pour lancer, ce n'est pas seulement les lampadaires qui vont s'allumer, mais quand on rentrera dans la chambre de ceux-là, que la lumière jaillisse. Nous accompagnons le chef de l'État et son gouvernement. D'un coût global de près de 93 millions de francs CFA sur financement du Fonds d'électrification rurale,
Cette étape est la première phase d'un vaste projet d'électrification des villages Zakekere, Zazoumé et Za-Agbogbomen. L'association béninoise Eau et Énergie crée la scène Émulation pour accompagner les réformes du gouvernement dans les secteurs de l'eau et de l'énergie. Elle a organisé la 3e édition de la Journée nationale de l'eau et de l'énergie, JNE Awards 2019. Plusieurs agents de ces secteurs et autorités, dont le ministre de l'Énergie, ont été distingués. Jean-Claude James, Michel Legbe. Nous avions eu beaucoup d'avancées dans le secteur. Mais si les agents ne sont pas en mesure d'accompagner ces efforts-là, on ne pourra pas avoir satisfaction, on va toujours condamner les efforts qui ont été faits. Raison pour laquelle on veut que les agents soient prompts pour accompagner ce développement. La formule trouvée, la Journée nationale de l'eau et de l'énergie. Un rendez-vous de célébration du mérite des acteurs de ces secteurs à travers la JNE Awards. Une compétition basée sur 7 critères. Le premier point, c'était au niveau de l'accueil de la clientèle. Deuxième point, c'est au niveau de la satisfaction des clients. Troisième point, c'est la prise en compte des temps de réaction au niveau de chaque service dépannage. Le quatrième point, c'était au niveau de l'organisation mise en place pour faciliter les opérations sur le terrain. Le cinquième point, c'est au niveau de la mise à disposition des informations relevant de chaque panne sur les réseaux de la SPE, SONEB et installation dans la zone rurale, à Berme et la NMPMR. Sixième point, il y a le traitement des plaintes auprès de chaque responsable. Septième point, c'est le traitement des plaintes au niveau des zones rurales. Pour cette 2e édition de la JNE Award, 26 prix au mérite et 7 prix spéciaux ont été décernés. Le premier prix national est encore revenu au lauréat de la première édition. C'est facile d'être premier, mais ce n'est pas facile de maintenir la place de premier. Je me battrai comme je l'ai promis. Et en 2020, on serait encore là. Je promets continuer dans le même sens du travail que je fais déjà pour mieux satisfaire la clientèle. C'était une occasion pour le parrain, lui-même distingué pour son leadership, de reconnaître les efforts des agents. Chers lauréats, je salue avec respect vos efforts remarquables. L'amour du devoir bien fait associé à cette qualité de prestation doivent animer tous les agents de ces secteurs. Autrement dit, nous devons combattre la paresse, le vol et la mauvaise volonté dans le travail qui représente un frein pour le développement des deux secteurs. L'association ABE œuvre chaque jour pour que nous puissions atteindre cet objectif. La démarche qualité va focaliser les attentions à la 3e édition selon les responsables de l'association béninoise Eau et Énergie qui compte déjà 28 000 membres en 3 ans d'existence. Et je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, WIDA abrite du 2 au 5 décembre prochain les 4e journées scientifiques du CAMES, entendez Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Ces assises sont placées sous le thème « Valorisation des résultats de la recherche et le modèle économique ». La cérémonie d'ouverture a connu la présence du ministre de l'enseignement supérieur. C'est un rendez-vous scientifique de haut vol. Sommités intellectuelles, sachants et enseignants-chercheurs du CAMES se réunissent ici pour débattre de la valorisation des fruits de leur recherche et de leur modèle économique. La présente édition met l'accent sur la valorisation des résultats de la recherche qui constitue un défi majeur à relever pour impacter la société par le service et plaider par les faits pour un accroissement de l'investissement en faveur de la recherche. Ma différente et très haute gratitude à son Excellence, M. Patrice Talon. Le Bénin s'honore d'accueillir cette rencontre dont les objectifs sont à parfait arrimage avec les ambitions du programme d'action du gouvernement, notamment en ce qui concerne le pont à établir entre recherche scientifique et développement. Une préoccupation commune à tous les États membres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Le thème retenu pour cette édition et qui porte sur la valorisation des résultats de la recherche et leur modèle économique s'inscrit parfaitement dans les ambitions du Bénin inscrites dans le programme d'action du gouvernement. Dans ce programme d'action, les universités et les centres de recherche
ont un rôle capital à jouer dans la restructuration économique du pays. La valorisation des résultats de recherche est essentielle dans l'accélération du développement économique de l'Afrique en général et de nos pays respectifs en particulier. L'importance de ces journées scientifiques pour les enseignants-chercheurs, les opérateurs économiques et le gouvernement n'est plus à démontrer. Les journées scientifiques du CAMES sont un cadre de renforcement de capacités et d'élaboration de stratégies performantes de communication. Les conclusions des assises de Cotonou vont constituer un précieux outil d'aide à la décision pour une science au service du développement. Remise d'équipements et de matériel agricole et fourniture de travail au profit des promoteurs privés de projets agricoles aux points focaux et communaux ainsi qu'aux commissions de gestion foncière des 6 communes des collines. L'œuvre est du projet d'appui au développement agricole des collines et la cérémonie de remise a eu lieu le vendredi dernier à Dassa en présence du ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui et des autorités locales. Les détails, c'est à suivre avec Ronald Robinson et Théodore Gandjeko. Un coup de pouce pour réduire la pénibilité dans la production, passion de ces jeunes entrepreneurs agricoles de la région des collines. Des lots d'équipements et de matériels agricoles et fourniture de travail aux commissions de gestion foncière et points focaux communaux, le tout d'un montant de plus de 79 millions de francs CFA, mis à disposition par le PADAC, projet d'appui au développement agricole des collines. Le modèle d'intervention aussi est génial. Les gens demandent d'abord, c'est ça que je veux pour mon développement. Le projet intègre, on valide les demandes à des niveaux donnés. La seule condition, on a beaucoup de chances que ce qui est placé soit bien utilisé. Parce que c'est demandé. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, l'Agence française de développement, que je remercie au passage pour cet appui financier, est une banque. Si nous demandons beaucoup, on va avoir beaucoup. Mais je ne vous vois pas ambitieux, il faut voir grand. Il faut travailler en groupe, en équipe, il faut s'aimer et se porter. Quand vous êtes en équipe, il est plus facile de mettre 50 millions, 60, 200 millions que de vouloir mettre cela à la tête d'une personne. Je voudrais que dans un an, quand on viendra pour une autre remise de matériel, les bénéficiaires d'aujourd'hui puissent passer témoigner qu'est-ce qui a changé dans leur vie. Saisissant l'occasion, le premier responsable du département de l'agriculture précise aux exploitants agricoles le défi d'amener les 407 000 tonnes de la production de riz paddy aux millions de tonnes en 2 à 3 campagnes agricoles. Les heureux du jour poussent un ouf de soulagement tout en mesurant le poids de la responsabilité qui pèse désormais sur leurs épaules. Chers bénéficiaires, vous devrez entretenir les matériels mis à votre disposition. C'est la deuxième fois déjà que le PADAC fait la remise des équipements aux bénéficiaires. Cela nous va droit au cœur et nous n'avons pas les mots pour vous dire merci. Nous allons vous inviter dans les fermes, dans nos différentes unités, et je suis sûr que vous serez fiers de nous accompagner. Confiant de l'usage judicieux qui sera fait de ces matériels, les autorités locales se confondent en remerciements pour toutes ces interventions instigées par le gouvernement. Avec ces autorités locales, le ministre a promis revoir les méthodes d'appréciation de projets intégrateurs via l'assainissement des bas-fonds par les fonds d'appui au développement des communes. Au moins 3 ans, les fonds sont là. J'ai les papiers ici. On peut les utiliser pour ça aussi, pour aménager de grands bas-fonds, creuser des puits maraîchers, produire beaucoup de fruits et légumes. En ce moment-là, nous serons libres, nous serons indépendants. À cette cérémonie, Gaston Dossoui n'a pas manqué de communiquer ses ambitions de faire des collines un véritable écran vert à la menace de la désertification, ni de parler de ses attentes vis-à-vis des acteurs en termes d'adoption de comportements résilients, de semences adaptées aux cycles pluviaux et des pratiques réduisant les pertes lors de la production.
Demain 3 décembre, la communauté internationale célèbre la journée des personnes handicapées. L'événement est célébré depuis 1981 et marque également l'anniversaire de l'adoption du programme d'action mondiale des Nations Unies pour les personnes handicapées. Selon un rapport conjoint OMS-Banque mondiale, 20% des personnes les plus pauvres dans le monde sont handicapées et plus de 25% de la population mondiale subit les conséquences du handicap. Ces statistiques n'épargnent pas le Bénin, selon la ministre des Affaires sociales, qui a délivré un message à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Voici son extrait avec Ariane Da Silva. Au Bénin, le nombre de personnes vivant avec un handicap est estimé à environ 1 500 000, selon les résultats du recensement général de la population et de l'habitat de 2013. Les personnes handicapées sont souvent stigmatisées à tort. Elles continuent d'être confrontées à des obstacles et vivent au quotidien des scènes de discrimination et de rejet par rapport à leur participation au développement. Ces actes constituent une violation des droits de la personne humaine. Au regard de cette situation qui interpelle tous ceux qui sont épris de paix, de justice et d'égalité de chance pour tous, sans distinction aucune, le législateur béninois a élaboré plusieurs textes et ratifié des accords et conventions liés à la thématique du respect de la dignité humaine et du bien-être des personnes handicapées. Au nombre de ceux-ci, on peut citer la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif. Notre pays s'est doté également d'une politique nationale de protection et d'intégration des personnes handicapées et de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées promulguée le 29 septembre 2017 par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Certes, des résultats probants et encourageants ont été obtenus, mais des efforts doivent être davantage fournis pour mieux couvrir les besoins des personnes handicapées dans la perspective de l'atteinte des objectifs de développement durable numéro 10, intitulé « Inégalité réduite ». Le thème de cette 24e édition de la Journée internationale des personnes handicapées est intitulé « Promouvoir la participation des personnes handicapées et leur leadership, agir pour le programme de développement à l'horizon 2030 ». Ce thème, axé sur l'autonomisation des personnes handicapées et le développement inclusif, équitable et durable, est en harmonie avec le programme d'action du gouvernement 2016-2021 en son pilier 3, améliorer les conditions de vie des populations, et avec la mission du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Ce thème nous interpelle et nous exhorte à opérer des choix judicieux, à redoubler d'ardeur dans nos activités quotidiennes pour la prise en compte des droits des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie sociale, économique, professionnelle, culturelle et politique. Chaque Béninois est désormais appelé à contribuer au changement positif de regard à l'endroit de la personne humaine. J'en appelle au sens de responsabilité et à l'esprit patriotique de tous, afin que les familles, les communautés, les élus locaux, les responsables des services déconcentrés, tous les acteurs de protection des personnes handicapées puissent contribuer efficacement et durablement à la mise en place d'un environnement protecteur et épanouissant pour les personnes vivant avec un handicap. Et c'est sur cet appel à un regard beaucoup plus social sur les personnes handicapées que s'achève ce journal. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi et bonne soirée à chacun et à tous, toujours en compagnie des programmes de la télévision nationale.